Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous au menu de ce magazine Sport à la Une. Ce soir, du basketball avec les Lions du Sénégal qui coulent à Bamako en match aller des éliminatoires de l'Afrobasket 2015. Défaite 65-43 face aux Aigles du Mali. Le match retour s'annonce extrêmement compliqué. Nous nous attarderons longuement sur cet échec qui peut priver le Sénégal d'une participation à la Coupe d'Afrique des Nations, à l'Afrobasket, avec Bamba Kassé qui est là avec nous. Nous parlerons de football également avec la 10e journée de la Ligue 1. Le déclic dont parlait Amara Traoré a-t-il finalement eu lieu? Le Giraffe a repris du poil de la bête en s'imposant sur le score de 2-0 face à l'Olympique d'Angor. Ndofène Fall est là avec nous pour aborder l'actualité du club de la Médina. Et puis Amara Traoré, démissionnaire du Giraffe, s'explique après son passage raté chez les Verts et Blancs. Des regrets, ses perspectives en entretien exclusif à suivre tout à l'heure. Et puis football européen, les Lions de la première ligue anglaise très en verbe avec Cheikhou Kouyaté, Mambiram Diouf, Diafra Sakho et Damdoy, buteurs avec leur club. Et puis nous terminerons avec du hippisme avec notre chroniqueur maison Madiop Père. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite le développement. Offre à Hull City la victoire face. Voilà, Malal qui était absent lundi passé là. Malal, bonsoir. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à Ndofène et à Bamba Kassé. Voilà, Ndofène, bonsoir. Bamba, bonsoir Bamba qui nous revient fraîchement de Bamako, qui a assisté à cette déroute de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est le cas de le dire. Oui, c'est une déroute. Perdre de 22 points, ça ne peut pas s'appeler autrement. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors, Malal, les Lions sont rentrés cet après-midi. Ils sont rentrés donc de Bamako après cette défaite, on l'a dit le week-end dernier, mais avec la ferme volonté de tout faire afin de gagner la manche retour prévu donc samedi prochain au stadium Iba Mar Diop. Les protégés des Cheikh Sarr sont déjà en regroupement. À l'arrivée, il y avait Papa Ragning et Tierno Laurent Mendy. La défaite des Lions du basket s'explique par un manque de réussite, surtout au niveau du jeu intérieur. On a beaucoup tiré, le Mali ne nous a jamais empêché de tirer, on a joué notre jeu, mais quand même on n'a pas eu de réussite parce qu'on a tiré à 3 points, on a fait un 4 sur 22. Alors je pense que 61 fois on a tiré. Le Mali n'a pas fait ça. Et je pense qu'ils nous ont dominés quand même dans la raquette. Je pense qu'ils ont mis beaucoup de paniers dans la raquette, tous leurs paniers presque. Ils n'ont marqué qu'un seul panier. C'est un panier à 3 points et c'est en dehors de la raquette, c'est les 3 points qu'ils ont mis, ils ont fait 1 sur 16. Avec 22 points de retard, les protégés de Cheikh Sarr minimisent. Ils restent convaincus de pouvoir renverser la vapeur. La phase aller, on a perdu de 22 points. Maintenant, on va essayer de essayer de jouer samedi pour la gagne, quoi. On ne peut pas dire qu'on va aller prendre les 22 ou 23 points. On va aller jouer au basket et essayer de battre le Mali chez nous. Pour le match retour, le coach n'exclut pas l'hypothèse de nouveaux renforts avec la venue des expatriés. Par rapport au renfort, je ne veux pas en parler parce que quand même les télévisions sénégalaises sont regardées partout dans le monde. Je ne veux pas donner aussi des ficelles à l'adversaire pour qu'il se prépare en conséquence. Donc je pense que ce qu'on est en train de beaucoup analyser la situation, de voir les possibilités que nous avons. Maintenant, je ne veux pas parler de stratégie ni de renfort ici. Pour montrer sa détermination, l'équipe nationale masculine a déjà entamé sa préparation avec un entraînement à huis clos ce lundi à Marius Ndiaye pour aborder sereinement la manche retour ce samedi. Voilà, on va rester sur cette arrivée avec le président du CNDS, Serigne Mboup, qui a parlé de renfort, que si le coach le désire, peut-être qu'ils feront le nécessaire pour faire venir les meilleurs joueurs sénégalais. Je propose toujours de l'écouter. Si évidemment l'encadrement technique qui va tirer les leçons de ce match, qui a révisionné le match, qui sait ce qu'il faut faire, pense qu'il faut se renforcer, mais naturellement notre devoir c'est de faire en sorte que cela soit possible en tenant compte des possibilités quand même qu'offre le règlement et des disponibilités des uns et des autres dans les différents clubs, puisque nous avons, même si le Mali a réussi à avoir tous ses professionnels, nos professionnels ne jouent pas dans les mêmes clubs, n'occupent pas les mêmes responsabilités, et cela
la raison pour laquelle le règlement FIBA étant ce qu'il est, qui n'est pas celui de la FIFA, il est difficile donc d'avoir tous ces joueurs. Mais nous sommes à la disposition de l'encadrement technique et les joueurs sénégalais, on le sait, sont des patriotes et ils sont tous prêts à répondre. Et le ministère des Sports a mis les moyens pour que, effectivement, avec le CNBS, nous puissions faire venir tous les joueurs qui seront sollicités et qui seront aussi disponibles conformément au règlement. Voilà, là on me fait signe que nous avons en ligne Ibrahima Diémé, le coach de Mermoz Basket Club. Coach Diémé, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, coach, vous avez suivi ce match des Lions à Bamako, une défaite de 22 points face aux Aigles du Mali. Est-ce que vous vous attendiez à un tel match? Non, pas du tout. Vraiment, il faut le dire, il faut le souligner. On a carrément déjoué, quoi. Vraiment, là, on s'y attendait. On pouvait attendre à une défaite, mais pas de 22 points de 4. Allô? Allô, oui. Alors oui, coach, qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette équipe du Sénégal dans ce match? C'est un jour ça, hein. On a beaucoup chuté, on a manqué. Parce qu'en fait, vous savez, les Maliens ne nous ont pas posé de problème tactique, hein. C'est au niveau de l'agressivité qu'ils nous ont battus, hein. Ils étaient beaucoup plus agressifs et beaucoup plus généreux en défense. À ce niveau-là qu'on a pêché. Bon, mais est-ce qu'on peut tout simplement expliquer cette défaite par un jour sans... Est-ce que quand même les joueurs qui étaient sélectionnés par Chersar, est-ce que ces joueurs-là étaient vraiment au niveau? Oui, on n'a que ça, hein. C'est les meilleurs ici au Sénégal, hein. On n'avait que ça, donc il fallait jouer avec, mais quand même, vous avez vu qu'on a mis que 42 points. Parce que quand même, l'équipe qui est là pouvait mettre au minimum 60 points. Ça veut dire qu'on a pêché au niveau de la reste. Et c'est le problème du basketball sénégalais. Mais coach, comment faire donc pour rectifier un peu tout cela, surtout au niveau de la défense? Pardon? Allô? Pardon, je vous entends mal. Je ne vous entends plus. Je vous entends mal. Perdu le contact avec l'entraîneur. Alors, Bamba Kassé est là avec nous. Alors, Bamba... On a entendu le président Serine Mboup. Je pense que le coach est toujours en ligne, Malal. Coach? Oui, allô? Ça va, oui, je suis en ligne. Allô? Allô, oui, je vous entends bien. Il ne nous entend pas. Je pense que se pose un problème de réseau. De retour. Alors, Bamba Kassé, on a entendu tout à l'heure le président Mboup parler de renfort. Est-ce à dire que le Sénégal avait sous-estimé cette équipe du Mali avant? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse parler de sous-estimation de l'équipe du Mali. Ce serait manquer de respect au basketball que de croire qu'on va aller se balader, que les Maliens voilà, sont des faire-valoir. Non, pas du tout. Ouais, d'autant plus qu'on a eu à jouer plusieurs fois contre le Mali. Très récemment, au tournoi de zone 2 précédent, on a joué ensemble, l'un contre l'autre plutôt. Et ça a été très difficile, même si le Sénégal avait gagné les deux manches. Mais pourquoi attendre le match retour pour commencer à parler de renfort alors qu'on savait exactement que ça allait être un match difficile face à une équipe qui a amené des professionnels? Bon, déjà, je pense que sur la question des renforts, il n'est pas dit qu'on va en chercher. Hein. Il est dit simplement que c'est une possibilité à exploiter. Ce qui s'est passé, c'est que pour préparer ce genre de match, chacune des deux équipes devait déposer une liste de 25 joueurs. Quand tu déposes une liste de 25 joueurs, tu appelles le joueur, tu lui demandes est-ce que tu es disponible pour telle date ou pour oui ou non. Le joueur te dit oui ou non. Et donc, nous avons notre liste de 25 joueurs, dans laquelle liste il y a des joueurs effectivement qui sont des joueurs de valeur, qui faisaient partie de l'équipe du Sénégal. Par exemple, qui a joué la Coupe du Monde. Bon, il y a Malay, il y a Alcès, il y a même Gorgui. On a même ajouté Gorgui, en sachant que c'est un joueur NBA et que ce sera très difficile de l'avoir. Ok, donc juste pour dire que, parce que c'est le joueur lui-même, Gorgui lui-même, qui dit je suis disponible. Maintenant, entre la disponibilité annoncée du joueur et sa venue, il y a tout un travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, si le joueur dit je suis disponible, son manager ou le général manager ou le coach dit ah non, nous avons un match par exemple, c'est ce qui est arrivé à Malais. Nous on a joué samedi, Malais jouait aussi. Hein. Aujourd'hui, tout le monde sait que Paris-Levallois est dans au niveau du championnat, ils sont dans une phase très très critique. Alors entre l'employeur qui le paye et son pays qui le sollicite, certainement il est écartelé, mais il n'a pas beaucoup de choix, d'autant plus qu'en basket il n'y a pas d'obligation de libération, contrairement au football. Mais comment expliquez-vous un peu cette déroute à Bamako? Pourtant vous vous êtes entraîné, il y avait de l'espoir, mais perdre de 22 points, ça arrive rarement au Sénégal ça. Donc, je vais peut-être surprendre beaucoup de gens
Hein, parce que, bon, je sais, hein, nous sommes Sénégalais, il y a une rivalité. Quand vous étiez sur place, nous sommes tous blessés, nous sommes surpris. Mais moi, je suis convaincu, en tout cas, et là, ce n'est pas le chargé de com qui parle, mais c'est l'observateur, hein, que la structure de jeu que nous avons proposée est meilleure que la structure de l'adversaire. Seulement, l'adversaire a réussi son match et nous, on n'a pas réussi notre match. Regardons simplement les statistiques et regardons surtout le comportement de l'équipe. Nous avons tiré plus de fois, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, que les Maliens. Mais nous n'avons pas eu de réussite. Vous avez regardé le match. Le ballon, il y a des tirs qui ne s'expliquaient pas. Mais Bamba, mais quand même, en basket, les tirs, il faut les mettre dedans. Alors, les tirs les plus faciles, on voyait que les joueurs n'y arrivaient même pas. Je ne parle pas seulement des tirs les plus faciles, mais je reviens à mon analyse. En basket, pour trouver des positions de tir, il faut mettre en place une tactique. Parce que le basket, c'est une défense d'un panier à l'autre. Donc, si tu parviens à décaler ton joueur qui a un tir ouvert, ce qu'on appelle tir ouvert, c'est un tir non contesté. Ça veut dire que tu as une structure de jeu. C'est ça d'abord que je veux dire. Mais on a aussi vu une équipe sénégalaise qui n'a pas essayé de pénétrer la défense malienne. On dirait que nos pivots étaient inexistants dans ce match. C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne veux pas tirer sur les joueurs parce que ce n'est pas mon habitude, mais je constate avec l'entraîneur, avec tous les observateurs, que notre jeu intérieur ne fonctionnait pas. Parce que pour pénétrer, il faut que les pivots et les ailiers forts soient en position de réclamer la balle et ensuite de pouvoir jouer. Mais si on s'est fait bouffer par Tangara, qui quand même est un joueur qui a 10 ans d'expérience en équipe du Mali, qui est plus fort, qui est plus grand, qui a plus de trucs, et par le numéro 15 là, qui lui venait de Dijon, un gars qui est super grand, super fort, super puissant, face à nos. Et à droit sur les lancers francs. Face à nos grands qui, eux, pour la plupart, à part Abdoulba un peu, pour tout le reste, c'était la première fois. Donc, ça a joué. J'avoue qu'à mon niveau d'analyse, je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons pêché. Et même les paniers que le Sénégal a pris également, c'était sous la raquette. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, au niveau du secteur intérieur, nous avons été à la rue, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Maintenant, dans le contenu du jeu, je ne parle même pas de renfort, je parle des 12 joueurs qui étaient à Bamako, qui ont joué, qui ont déroulé la stratégie de jeu que le coach leur a proposé. J'ai dit, ils étaient dans le schématique, mais ils n'étaient pas dans la réussite. Ça arrive. Maintenant, comment amener la réussite? Comment faire pour corriger les imperfections qui ont fait que vous n'avez pas eu la réussite? Voilà, moi je pense déjà que l'entraîneur l'a dit, ils vont analyser, ils ont déjà commencé depuis Bamako. Vous n'avez plus le temps. Ils ont revu le match, ils vont disséquer le jeu, ils vont proposer une stratégie, ils vont entrer en laboratoire, c'est ça. C'est-à-dire ils vont entrer en laboratoire et ce sera vraiment un laboratoire. Ils vont fermer, rien ne va filtrer, aucun accès, tout sera à huis clos. Toutes les séances d'entraînement seront à huis clos, même les matchs d'entraînement. Parce qu'aujourd'hui aussi, on s'est rendu compte, arrivé à Bamako, que nous avons été scoutés, ce qu'on appelle scoutés. Nous avons été regardés. Et on n'accuse personne, mais alors que les Maliens, eux, c'était la stratégie inverse. Nous avons voulu être modernes en se disant, bon, il n'y a rien à cacher. Mais de l'autre côté, l'équipe du Mali, nous n'avons connu les 12 du Mali que le jour du match. C'est-à-dire à 1h du match, c'est à ce moment-là qu'on savait qui sont les 12 Maliens. Alors donc, vous n'avez pas mis en place un programme pour aller vous aussi les squatter? Non, si, on les a squattés en Algérie. Il ne faut pas croire qu'on ne les a pas squattés. On les a squattés, mais ils ont tout changé. Entre l'équipe qui était là-bas, qui a joué 2 matchs amicaux, et l'équipe qui était à Bamako, c'était pas du tout pareil. Il y avait au moins 5 changements. Juste pour dire que, bon, chacun. Et on a l'impression que vous aussi, vous voulez opérer avec cette même stratégie, parce que tout à l'heure, on a entendu le coach dire que oui, ils ne vont pas dévoiler comme ça, parce que les télévisions sénégalaises sont regardées de partout dans le monde. Oui, ce sera exactement ça. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons adopter. Le jour du match, on peut se réveiller et voir Gorgui Sidien comme ça. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, ce que je dis, c'est que l'entraîneur va entrer en laboratoire avec ses assistants et ses joueurs. Déjà, les premiers renforts dont on parle, c'est les joueurs qui n'étaient pas parmi les 12, mais qui étaient parmi les 16. Eux, il était prévu, quel que puisse être le résultat de Bamako, il était prévu de les remettre dans le bain, parce que aussi c'est une manière de créer une sorte d'émulation. Ensuite, il était prévu également d'essayer
pour la phase aller comme pour la phase retour, d'avoir certains joueurs. Pas tous, évidemment. On va chercher. Maintenant, ça dépendra des demandes de l'entraîneur. Mais parmi... Aujourd'hui, sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, le ministère des Sports et le CNB sont prêts à mettre les moyens pour que n'importe quel joueur, où qu'il puisse se trouver, puisse venir. Mais, encore une fois, revenons les pieds sur terre et sachons que ce n'était qu'un match de basket. Mais, Bamba, sur la liste des joueurs que vous avez, sur les 25, quels sont les professionnels qui sont les plus proches de venir pour ce match-là qui est capital? Ça, je ne peux pas encore le dire. Non, parce que ils sont dans cette stratégie de camouflage. Non, on ne se cache pas. Je veux être très clair. Hein. Je veux dire que je vous ai expliqué que pour la libération d'un joueur, par exemple, qui évolue en France ou en Suisse, il faut plusieurs facteurs. Il faut d'abord l'accord du joueur. Les joueurs certains ont donné leur accord de principe. Ensuite, il faut convaincre le club de le libérer. Parce que si le joueur, tu veux que le joueur vienne jouer samedi, alors que son club joue samedi, on fait quoi? Alors qu'il n'y a pas de règlement qui l'oblige à le libérer. Il faut négocier. Donc, sur ça, tu ne peux pas te mettre là à tirer des plans sur les comètes. Il faut être serein, il faut gérer les choses avec responsabilité. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, tu rigolais un peu, Cheikh Tidiane, mais c'est un match de basket. Hein. Le Sénégal a battu la Croatie. Tu penses que les Croates, après, ils ne se sont pas donné une baffe pour se dire, mais tiens, Sénégal, même s'ils ont Gorgui, ils nous ont battu, nous, Croatie. Ça arrive. Et les Croates, tout le monde sait que c'est les champions du tir à 3 points. Ce jour-là, on les a mis en manque de réussite. Ça arrive. Si le Mali te bat de 22 points à Bamako, ça veut dire que c'est un match ouvert au retour. Ouais, dans ce match-là, c'est moins le score qui pose problème, mais c'est plutôt la prestation. La prestation fournie par les joueurs. D'ailleurs, on va interroger Ndofen Fall. Ndofen, un grand technicien de football, un ancien footballeur, alors, mais quand même, qui a regardé ce match et qui a vu des choses qui ne l'ont pas plu. Ah, comme tous les Sénégalais, vous savez que en sport collectif, à peu près les principes sont les mêmes. Hein. Je pense qu'effectivement, la stratégie du Sénégal, c'était effectivement de libérer un joueur pour pouvoir faire un tir à mi-distance. Ce qu'on a constaté, c'est qu'ils ont manqué d'adresse. Et quand on constate qu'on a manqué d'adresse, il fallait donc changer de stratégie. Et on n'a pas vu de pénétration, de façon à ce qu'on a continué effectivement avec la stratégie qui a été mise en place. De faire le jeu pour libérer quelqu'un, pour faire les tirs à mi-distance, et on a constaté qu'effectivement on a été très très maladroit. Et comme il l'a si bien dit, nous avons manqué de pénétration et qu'on a été maladroit sur les tirs à mi-distance. Logiquement, en principe, les autres, les Maliens, effectivement, n'ont pas effectué de tir à mi-distance. Parce que je crois qu'effectivement, ils ont constaté qu'ils étaient peut-être aussi maladroits que nous. Mais ils ont adopté une autre stratégie qui était la pénétration. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont marqué tout leur panier sous la raquette. Ils ont quand même tiré, hein, les Maliens. Ils ont fait 1 sur 16. Ça veut dire qu'ils ont tiré 16 fois. À 3 points. À l'intérieur, également, nous avons tiré plus que. Nous avons tiré 38 fois à l'intérieur. C'est le moins maladroit qui a gagné ce match. Alors, mais Bamba, on va parler quand même d'un joueur, le MVP de la saison, quand même, Birahim. Tout le monde l'attendait dans ce match, mais quand même, il est passé complètement à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le monde l'attendait, et donc certainement, il a dû se mettre une pression supplémentaire. Moi, je l'ai regardé personnellement. Première attaque, il tire à 3 points, ça ne rentre pas. Ça, c'est des tirs qu'il met les yeux fermés à Marius Ndiaye. Deuxième attaque, il retente, ça n'entre pas. Troisième, ça n'entre pas, il a baissé la tête. Et ça, bon, c'est parce que, bon, c'est également la gestion de la pression, hein, et du stress. Pour un joueur que certains, qui a d'énormes qualités d'ailleurs, hein, que même certains observateurs recommandaient pour qu'il aille à la Coupe du Monde. Parce que quand même, c'est un joueur qui, s'il a été élu MVP, c'est pas pour rien. Hein. C'est un joueur qui a eu le spectacle et surtout l'adresse. Mais ce jour-là, il a été en manque d'adresse. Ça arrive au basketball qu'un joueur soit en manque d'adresse. Je ne suis pas en train de minimiser la chose, hein, parce que je pense que plus on est proche de l'équipe en termes de proximité géographique, plus on ressent, hein, parce que j'étais dans la salle, hein, et quand le Malien jubilait... Vous avez vu la télé, oui. Voilà. Donc nous, on était... Dans vos petits souliers. Voilà, dans nos petits souliers, quoi.
Mais ce que je veux également, c'est qu'il faut analyser un match de basket de façon très lucide. Ok, c'est vrai, il y a la rivalité sénégalo-malienne. J'ai l'habitude de dire que même un match de belote ou de jeu de dames entre le Sénégal et le Mali, ça chauffe, quoi. Parce qu'il y a une forte rivalité. Mais au-delà, après, maintenant, il faut être très lucide, mais est-ce très posé. En tant qu'observateur averti, vous pensez que le Sénégal a les moyens de battre le Mali à Dakar par plus de 22 points? Si déjà, dans la stratégie de préparation, on met l'atteinte des 22 points, on va échouer. Dans la stratégie, il faut deux objectifs qui se succèdent, ok, mais qui ne doivent pas être inversés. Premier objectif, il faut gagner. On nous a battus à Bamako. On doit battre le Mali à Dakar. Et je pense que toute la stratégie, c'est ça. Maintenant, c'est dans le déroulé du match, dans le déroulé donc, de cette quête de victoire, qu'on va se rendre compte si oui ou non il est possible d'obtenir 22 points. Mais je pense que si le Mali te bat de 22 points chez lui, c'est que toi aussi tu dois être en mesure de le battre de 22 points chez toi. Encore que, on aurait pu battre le Mali à l'aller et perdre au retour. Je me rappelle 2009, on est parti. Les deux matchs se sont joués à Bamako. Les deux matchs se sont joués à Bamako. Le premier, le Mali nous a battu de 8 points. Le deuxième, le Sénégal l'a battu à Bamako de 5 points. Malheureusement, après, on a eu un wildcard pour se qualifier. Voilà. Donc, on va rester toujours dans le chapitre de ce match pour à présent suivre la réaction des spécialistes qui pensent que le retard noté au niveau du démarrage du championnat, mais également les problèmes constatés dans la préparation, sont à la base de cet échec. Suivons donc ce travail, cet élément de Mamadou Ndiaye. Du basket ont sombré samedi à Bamako. Du jamais vu, selon le doyen Abdoulaye Diaw. Les hommes de Cherchar étaient méconnaissables. L'équipe n'a pas été vraiment à la hauteur parce qu'il y a eu au niveau individuel beaucoup de déchets techniques. On a vu la précipitation des joueurs qui ont manqué aussi, hein, beaucoup de réussite. On a vu un peu une équipe qui a tenu lors du premier quart-temps, qui a même remporté ce quart-temps-là. Mais après, on a vu le deuxième quart-temps, juste 5 points marqués, un panier à 3 points, un autre panier à 2 points. C'est tout. C'est trop faible pour une équipe qui prétend quand même à un ticket pour aller jouer en afro-basket. Moi, je pense que c'est une prestation déjà qui, à mon avis, me rend un peu pessimiste par rapport à la suite de cette compétition. Des primes à la veille d'une rencontre capitale, le problème de préparation et le retard de démarrage du championnat national seraient les causes de cet échec. Aujourd'hui, le basket, il suffit de se rendre compte de la façon dont l'équipe a été préparée. Il suffit de se rendre compte comment les gens ont communiqué sur l'équipe. On s'est rendu compte qu'on nous a endormis, pensant qu'on pouvait aller gagner facilement le Mali et se qualifier. Là n'est pas le problème. Mais quand est-ce que l'équipe là a démarré et quand est-ce que le basket sénégalais a commencé ses compétitions? C'est au mois de janvier, février. On est encore en février. Est-ce qu'en 2 mois, il y a vraiment le match nécessaire, le nombre de matchs nécessaires dans les jambes des joueurs pour aller face à des matchs internationaux? Au moment où des Maliens ont fait appel tant soit peu à des professionnels qui évoluent, même si on me dira c'est en national ou en Ligue de France, en basket, sont venus pour renforcer leur équipe. Nous, c'est 3, 4, 5 professionnels qui sont arrivés. On pense avoir le nombre de joueurs requis pour aller faire face à une compétition internationale pour gagner un match. Je pense qu'il faut arrêter, là, c'est pas possible. Les Lions, dans une mauvaise posture, sont obligés de créer l'exploit et surmonter 23 points sous peine de compromettre sérieusement leur participation à l'Afrobasket 2015 en Tunisie. Voilà, Mamadou Ndiaye, merci. Bamba, vous l'avez entendu, quand même, ces journalistes ont évoqué le manque de compétition. Nos joueurs ne compétissent pas assez ici au Sénégal avec le championnat qui a repris tardivement. Au Mali, le championnat n'a pas encore démarré. Encore une fois, je pense que dans l'analyse, il faut y aller avec froideur. Au Mali, actuellement, ils sont en train de jouer les phases de district, c'est-à-dire les coupes mères, tout ça. Ils ne sont pas... Mais ça, ils se sont bien renforcés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les expatriés. Non, attention, un par un. Si on doit analyser sur la base du nombre de journées du championnat, l'analyse est fausse. Parce que dans l'équipe du Mali, il y avait un seul joueur local. Voilà. Ok. Ensuite, le championnat du Mali n'a pas démarré. Le championnat n'a pas encore démarré. Donc ce n'est pas sur ça qu'on juge. Maintenant, eux, ils ont pu avoir des joueurs qui sont des professionnels, des expatriés, disons, professionnels, parce qu'ils jouent à l'extérieur, ils jouent en Algérie. Il y a 5 joueurs qui jouent dans le championnat algérien, il y en a un qui joue en Angola. Ils n'ont eu qu'un seul joueur qui est venu de France, et lui, il joue à Dijon.
Il joue à Dijon et il n'est même pas dans le groupe de performance. C'est un joueur qui s'est libéré parce qu'en plus Dijon ne jouait pas. Ok. Mais tout ça, c'est pas ce qui compte. Moi, je vous dis mon intime conviction. Malgré qu'on a déplacé nous qu'une équipe composée de joueurs locaux, avec un expatrié qui n'est même pas professionnel, mais qui est expatrié quand même, Moïse Diamé, et un étudiant à Tchernon, il était possible samedi de battre le Mali. Sauf qu'on ne les a pas battus. Il faut les battre samedi prochain. Moi je vous parle de structure de jeu. Je vous parle de ce qui aurait été possible de faire avec l'équipe qu'on a mis en place et avec le jeu qu'on a produit. Maintenant, il est clair que le résultat est en notre défaveur. On va se préparer tranquillement. Pourquoi vouloir mettre la pression sur les... Non, mais non. Il faut aussi reconnaître que le Mali, ce n'était pas une équipe de baseball qui était sur le terrain, c'est une équipe de basketball. Ok? Et si c'est au mérite, de toute façon, si c'était qu'au mérite, en termes d'investissement, en termes de ce qu'on fait pour préparer son équipe, c'est le Mali qui gagne. Alors, mais heureusement que ça ne se joue pas qu'au mérite, ça se joue à la compétence. Et nous espérons que au match retour, nous allons battre le Mali d'abord et nous allons essayer de remonter le gap des 22 points. Voilà, on en parlait également de cette histoire de prime. Est-ce que cela a impacté chez les joueurs? Ben non, je ne pense pas. Parce que les joueurs n'ont jamais mis au devant la question des primes pour refuser de mouiller le maillot ou pour ne pas réaliser une performance. La question des primes s'était posée à un moment donné. Ils ont dit, ok, nous on ne prend pas les primes et on va jouer. Ils n'ont pas dit, cette fois-ci au moins ils ont changé de stratégie. Donc je ne pense pas que ce soit le plus important. Parce que également en termes de primes, il faut te renseigner pour savoir combien les Maliens donnent en cas de qualification. Alors, avant d'en finir avec ce chapitre, alors Bamba, les Sénégalais se mettent dans une position d'éliminer, mais quand même, il y a certains qui pensent que malgré cela, le Sénégal pourrait être présent à l'Afrobasket. Dites-nous comment. Il ne faut pas nous parler de wildcard, parce que nous, on ne doit pas se qualifier. Mais quand même, c'est à envisager. Oui, c'est envisagé, bien entendu. Parce que quand on fait l'analyse globale, on se dit, ben tiens, on perd ou on gagne. Ce qui se passe, le règlement il est simple. Il y a 12 pays. Il y a le pays organisateur, il y a le pays vainqueur. C'est les deux pays qui sont qualifiés d'office. Après, il y a 10 poules, ou en tout cas 10 groupes, 10 zones, où on doit prendre dans chaque zone un pays. Okay? Et il y a 2 wildcards. Des wildcards, c'est un dispositif qu'utilise encore la FIBA Monde et la FIBA Afrique pour permettre à des nations au potentiel fort de pouvoir faire partie de la compétition. C'est une manière de relever un peu le niveau de la compétition. Parce qu'eux-mêmes se rendent compte aujourd'hui qu'avec le niveau, qu'avec la formule des éliminatoires, avec la non-existence de date FIBA, avec la non-obligation pour les clubs de libérer les joueurs, ils se rendent eux-mêmes compte que le calendrier n'est pas favorable pour les grandes nations entre guillemets de basket, qui ont l'essentiel de leurs joueurs à l'extérieur. C'est le cas du Nigeria, c'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est des équipes qui ont l'essentiel de leurs joueurs à l'extérieur. Donc eux, c'est des équipes donc qui peuvent peiner à regrouper leurs meilleurs éléments pour faire face pour les compétitions. Ce n'est pas le cas de la Tunisie, ce n'est pas le cas du Maroc, ce n'est pas le cas de l'Égypte, etc. Parce que ce sont des pays qui ont des championnats professionnels et qui ont l'essentiel de leurs joueurs chez eux. Donc c'est pour un peu juguler ça que la FIBA met à disposition ce qu'on appelle 2 wildcards qu'elle va donner. Mais nous, je vous le dis, le monde pour le moment, le Sénégal n'en veut pas. Nous, on ne pense pas au wildcard. On veut se qualifier sur le terrain. Après, maintenant, puisque le Mali nous a quand même battu de 22 points, nous espérons que la FIBA va leur donner le wildcard. Voilà. Magnifique. Ça, au moins, c'est de l'ambition. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Effectivement, nous nous battrons pour la qualification parce qu'une Coupe d'Afrique de basket sans le Sénégal, quand même, c'est difficile à admettre. 8e de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Mais depuis quand d'ailleurs est-ce que le Sénégal a manqué une seule compétition africaine? En Libye, on a été invité. Oui, en Libye, c'est le Mali qui nous avait battu de 8 points à l'aller. On les avait battus de 5 points au retour et on nous avait invités. On avait l'une des plus belles équipes en termes d'effectifs. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné en quart de finale. La Côte d'Ivoire nous avait battus.
Après qu'on ait fait un parcours sans faute. Hein. Sans faute. Ça, voilà. Nous parlons de football à présent avec la Ligue 1 sénégalaise, le déclic dont parlait Amara Traoré a-t-il finalement fonctionné. Les Verts et Blancs semblent bien digérer son départ. Les poulains d'Amadou Diop Boy Bandi ont battu ce week-end l'Olympique de Ngor 2-0. Retour sur ce match avec nos reporters Younous Diatta et Mamadou Ndiaye. Une première sortie réussie du successeur d'Amara Traoré. Après 5 matchs sans victoire, les hommes d'Amadou Diop Boy Bandi ont retrouvé le sourire grâce à un excellent Sirédia. Le capitaine des Verts et Blancs a inscrit le premier but sur corner direct à la deuxième période. Face à l'Olympique de Ngor, en panne d'inspiration, les hommes de Sidat Sarr peinent à égaliser. Les Verts et Blancs, sur une occasion bien menée, le nouvel entrant Ismaïla Niang crée un véritable chef-d'œuvre à la conclusion. Idrissa Niang, pour son premier ballon, marque le deuxième but du Jaraaf. Une victoire importante pour les Verts et Blancs. Aujourd'hui, on a retrouvé la joie de vivre dans cette équipe-là parce que, comme on dit, le Jaraaf a toujours été une famille et à ce genre de situation, on a toujours fait face à cette situation-là. Mais aujourd'hui, à ce que je sache, la famille s'est retrouvée et je dis voilà, bravo aux joueurs aussi. Pour sa première sortie victorieuse, Amadou Diop Boy Bandi précise qu'il n'est pas l'homme de la situation, mais il assure la continuité. Moi, je ne suis pas venu pour de l'ambition, je suis venu pour gérer une situation, comme on dit, et cette situation-là, il faut que toute la famille la gère. Donc, comme on dit, on gère match par match. Le Jaraaf de Dakar se relance après cette deuxième victoire de la saison lors de cette 10e journée, en attendant son déplacement à Ziguinchor le week-end prochain face au Casa Sport. Voilà, joli but d'Ofen. Alors, il commençait à y avoir le feu, mais finalement, le Jaraaf, comme à son habitude, a bien réagi. Mais tout à fait. Nous avons l'habitude de dire que quand c'est difficile, c'est tout le Jaraaf qui relève le défi. Mais à l'analyse, ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis l'année dernière, c'est que nous sommes sortis effectivement d'une assemblée générale particulièrement difficile et qui a laissé un peu une fracture. Et c'est cette fracture-là que nous avons traîné l'année dernière, ce qui nous a peut-être fait faire une année blanche. Cette année aussi, c'était à peu près la même chose. Mais comme vous le savez, à chaque fois que c'est dur, c'est toute la famille qui se retrouve. Et cette année, effectivement, nous avons perdu des matchs sur un coup de dé. Ça commençait même à poser un certain nombre de problèmes. Mais le discours que nous avons tenu aux joueurs, c'est que c'est un match de football. Et comme tous les autres matchs, tous les matchs de football, il faut le préparer comme tel. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que ce qui a été difficile, c'était plutôt de dépasser la démission de Amara, d'envisager peut-être de mettre en place un autre staff technique pour déjà commencer à préparer ce match-là contre Ngor qui était déjà en Coupe d'Afrique, qui revenait donc d'un match difficile contre le Cameroun. Je les félicite au passage parce que perdre 1-0 à l'extérieur, je pense que c'est un minimum dans une compétition africaine. Que le Jaraaf se soit regroupé au siège du Jaraaf parce que les gens commençaient aussi à se poser des questions. C'est-à-dire, ceux qui ne parlent pas football, à chaque fois qu'il y a une difficulté, essaient peut-être de sortir le football de son environnement et de sa philosophie. Nous nous sommes regroupés au siège du Jaraaf. Nous avons reçu par la personne du président Alioune Diaw le délégué des sages. Les supporters sont venus aussi apporter leur soutien. Et tous les anciens footballeurs autour de Amadou Diop ont préparé la semaine. Nous avons partagé. Donc c'est un retour aux sources, quoi. L'union sacrée autour de Amadou Diop, en fils du Jaraaf. Mais tout à fait, c'est pas la première fois d'ailleurs. Je pense que quand nous sommes sortis en 2003 d'une assemblée générale très très difficile, nous avons passé 4 années blanches. Nous avons fait 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et c'est en 2008 que le président Ouagane nous a demandé de venir prendre en main cette équipe et c'est Amadou Diop et Dambot en 2008
qui sont allés gagner la Coupe du Sénégal. Nous l'avons encore gagné en 2009 avec Arfan et Amadou Diop. En 2010, nous avons fait appel à Lamine Dieng, accompagné toujours de Amadou Diop pour aller gagner le championnat. Donc, nous savons que par moment, il y a des difficultés et qu'il faut savoir dépasser ces difficultés-là. Et à chaque fois que nous vivons une telle situation, on constate que c'est tout le Jaraaf qui se retrouve et qui forme une protection autour de l'équipe et qui se bat pour sortir de cette situation. Cette semaine, effectivement, était une semaine particulière parce que nous sortons de 4 défaites, 4 nuls, une seule victoire. Nous étions à 1 point seulement du dernier. C'est le Port qui avait 6 points, le Jaraaf avait 7 points. Donc, le Jaraaf devait sortir de cette situation. Je pense que cette symbiose a coïncidé avec une volonté manifeste effectivement des sages de venir un peu pousser tout le monde vers la victoire, et c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire tout ce qu'on prêtait au Jaraaf a été gommé en une semaine. C'est-à-dire on ne se regroupe pas au siège du Jaraaf, on s'est regroupé au siège. Qu'on prenait des buts bizarres, on n'en a pas pris. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ne vous êtes jamais regroupé au siège du Jaraaf avant cette journée? Non, on s'est regroupé au siège du Jaraaf. C'est-à-dire à un certain moment, quand c'est difficile, on commence à sortir le football de son contexte. Okay. Le football, il se joue et sur un terrain, il faut le jouer. Nous avons joué au football et c'est ce qui nous a permis peut-être de gagner ce match-là contre Ngor. Oui. Alors, vous parlez de fracture, mais souvent, qu'est-ce qui cause cela? C'est pas que les assemblées générales à chaque fois qui font qu'il n'y a plus l'union sacrée autour de l'équipe. Si, en général, parce que, bon, quand on sort en général d'une assemblée générale, il y a toujours une fracture très profonde et ça met du temps peut-être avant de se cicatriser. Et c'est ce qui fait que, par moment, on connaît de petites difficultés. La difficulté de cette année, pourtant, Amara a passé tout son temps à tirer sur la sonnette d'alarme et à demander effectivement l'union sacrée autour de l'équipe. Si peut-être le départ de Amara a servi à cela, c'est peut-être à quelque chose de malheureux qu'on doit dire. Mais au regard des difficultés que le Jaraaf a rencontrées, 9 journées avec seulement 2 victoires, 4 défaites, 4 nuls, est-ce que les ambitions du club vont être revues à la baisse? Non, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on était à combien? À 10 points, à 9 points du premier. Aujourd'hui, on est à 7 points ou 6 points. Il suffit simplement que la machine commence à marcher. Si on parvient à aligner 4 ou 5 victoires, je pense que ça nous permettra de revenir. En 2010 aussi, on avait un retard de 6 points. N'oubliez pas que l'année dernière, on a eu du retard, une avance de 6 points sur Pikine. Et c'est Pikine qui a gagné le championnat. Donc, comme l'a si bien dit l'entraîneur Amadou Diop, nous prenons match par match. Nous allons avoir un match extrêmement difficile jeudi contre le Casa Sport à Ziguinchor, qui va inaugurer son stade, qui a déjà pris les clés. Donc je pense que tout Ziguinchor va venir pousser son équipe. Et les matchs Casa Sport Jaraaf sont des matchs palpitants, sont des matchs agréables à suivre, et c'est des matchs qui se jouent dans la plus grande sportivité et le fair play. Et mercredi, jeudi aussi, ce sera le cas, Inch'Allah. Bamba, vous suivez cette équipe du Jaraaf depuis longtemps quand même. C'est un club très spécial, difficile à... Par exemple, je pense que c'est pas Amara qui va dire le contraire. C'est un grand club avec beaucoup de passion autour, une ambition grande, et souvent, forcément, ça met de la pression sur l'entraîneur, quel qu'il soit d'ailleurs. Aujourd'hui, mais moi, je pense quand même, enfin, chacun manage à sa façon, mais pour moi, il n'y avait pas pris dans la demeure. On n'avait joué que 7 journées. Le Jaraaf n'était pas à son niveau habituel, mais il y avait du jeu. Ensuite, le championnat tel qu'il se déroule depuis 3 saisons a montré quand même qu'il y a une constante. Aucune équipe ne peut gagner tous ces matchs. Très souvent, il faut gagner. Il y a un minimum de matchs à gagner. Et je pense que le Jaraaf n'était pas encore sorti parce qu'ils n'ont pas enchaîné des défaites aussi. Ils avaient eu quand même, je pense, 3 ou 4 matchs nuls. 4 matchs nuls. Plus une seule victoire. Ils ont eu quand même des défaites qui très ne s'expliquaient pas. Très amères. Encore que, pour moi, il est tout à fait normal. Une nouvelle équipe, un nouveau manager, un nouvel entraîneur.
il y a quand même un petit temps d'adaptation. Malheureusement ou heureusement, dans un club comme le Jaraaf, il n'y a pas de temps, on ne donne pas du temps au temps. C'est un produit. Mais regardons dans le monde, Dortmund. Là, il est toujours Ils sont toujours, ils frisent toujours avec la relégation. Alors que c'est à part le Bayern Munich, c'est le finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est le meilleur club d'Allemagne. Ça arrive. Maintenant, il faut avoir la lucidité de prendre les mesures qui s'imposent. Je pense qu'Amara, en partant, a facilité beaucoup de choses aux dirigeants du Jaraaf et aux supporters du Jaraaf parce qu'il s'est senti être l'élément bloquant. Il a décidé, il a pris sur lui-même de partir. Je pense que c'est quand même, c'est pas très courant de voir ça. Alors, Ndofène, pourquoi est-ce que la greffe n'a pas pris avec Amara? Oui, mais en fait, à mon avis, c'était très tôt pour faire une évaluation. Et au Jaraaf, personne n'a demandé à Amara de partir. C'est Amara qui, après analyse, parce que la démission, elle est personnelle, elle est individuelle. Nous, en fait, Amara a mis en place une stratégie pour peut-être couper l'eau sous les ponts, ne permettant pas aux gens de pouvoir peut-être faire les démarches nécessaires pour lui demander de rester. Il a déposé sa démission et il a donné l'information. Et à partir de ce moment, il était peut-être difficile. Vous n'avez pas cherché à le retenir? Mais c'était difficile. C'est-à-dire quand un entraîneur décide de partir ou qu'un footballeur décide de partir, il faut le laisser partir. Parce que comme il ne se sentait plus et que c'est lui-même qui a pris la décision de partir, mais pour nous, il n'y avait pas de péril à la demeure, comme on dit. Effectivement, au Jaraaf, et comme dans toutes les grandes équipes, il n'y a pas de temps au temps. Nous ne connaissons pas les défaites. Nous n'expliquons pas les défaites, nous les évitons. Quand vous perdez une, deux fois, comme dans toutes les grandes équipes, comme l'a cité bien dit Bamba, au Paris Saint-Germain, quand ils ont eu une défaite et un match nul, ça a créé tout un tas de problèmes. On parlait de crise. Une fois, quand le Barça a été battu par Malaga, il y a eu un levé de bouclier. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. Dimanche, par exemple, quand les garçons ont marqué le deuxième but, ils ont fêté comme s'ils avaient gagné une Coupe du Sénégal. Ça veut dire que en leur sein, au niveau même des joueurs, on commençait à perdre confiance, on commençait à perdre de sa sérénité, et quand ça arrive, ça devient difficile